Salutations tête de naze, je suis le chef et aujourd'hui une petite vidéo pour faire un petit point sur Hunter x Hunter, ou Hunter Hunter, ou Hunta Hunta si tu veux te la jouer japonaise, oui. Comme vous le savez sans doute, après un hiatus de 4 ans, Yoshihiro Togashi a repris les crayons et la prépublication d'Hunter x Hunter a repris mi-octobre à un rythme hebdomadaire qui semble étonnamment tenir sur la durée. Bon, ceci dit, faut pas trop s'exciter, ça fait que 2 petits mois consécutifs, mais c'est déjà énorme en publication hebdomadaire lorsqu'on parle d'Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter encore une fois. Bon, pendant des années, il y a eu un flou assez important sur les raisons de ces différents hiatus. D'autres disaient que Togashi était accro aux jeux vidéo, d'autres qu'il avait la flemme, d'autres parlaient de sa santé. Il semblerait que la raison officielle soit réellement due à des problèmes de santé et notamment de dos. Apparemment le gars a passé plusieurs mois où il pouvait même pas s'asseoir. Là, après quelques années de convalescence, ça commence à aller mieux, donc il fait son retour et ça fait plaisir. Mal de dos qui serait la conséquence directe de ses conditions de travail en tant que mangaka. C'est un mal d'ailleurs très répandu parmi les mangakas qui passent des heures, des dizaines d'heures par jour accroupis sur leur table à dessin. Ça leur cause des problèmes de dos plus ou moins graves. C'est un peu chaud. Être mangaka, c'est pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux, ouais. D'ailleurs, le cas Togashi et le trépas malheureux de Miura font que depuis, les éditeurs ménagent de plus en plus les auteurs à succès. Eiichiro Oda fait des pauses régulières et Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, a pris plusieurs temps de pause également, il me semble. Donc nous sommes tous bien contents de ce retour qu'on n'attendait plus, et en plus, les chapitres sont disponibles légalement, gratuitement et en français chaque semaine sur l'application de la Shueisha Manga Plus. Donc c'était l'occasion parfaite pour moi de me remettre à jour dans Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Et donc, j'ai relu le dernier arc en cours, qui est l'arc de la guerre de succession de l'Empire Kakid. Et en relisant, je me suis dit, damn! Togashi nous a mis dans un sacré bourbier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant on va devoir faire un petit résumé de ce qui s'y passe dans ce fameux arc. Mais juste avant, une petite pause instant passons, bien sûr. Oui! C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Topi Games. Alors Topi Games, c'est une société de jeux de société française qui s'amuse à adapter des licences cultes de manga et d'anime en jeux de plateau. Voilà, par exemple nous avons Naruto Shippuden, Dragon Ball Super et One Piece. Et en plus, les jeux sont approuvés par les auteurs et leurs équipes. Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Les 80 guerriers du univers se retrouvent autour de pouvoir pour sauver leur univers et le classement a été validé par les équipes d'Akira Toriyama. Choisissez votre équipe de 6 guerriers parmi les 80 avec leur transformation et il y a même Kefla fusionné. Le vainqueur sera celui qui aura le plus de guerriers sur le plateau après 45 minutes ou 10 tours. C'est un jeu de combo 2D façon Yams où Goku par exemple devra déclencher le Kamehameha avec le Picto 2 points plus Picto boule d'énergie plus Picto puissance. Naruto Shippuden, combat de ninja. Jouez l'ensemble de l'ère de Naruto Shippuden avec les plus grands ninjas. Retrouvez plus de 600 cartes techniques pour plus de 30 personnages jouables, ou 60 avec les extensions. Ainsi, vous pourrez jouer les personnages comme Minato, Kakashi, Madara ou encore la redoutable Sakura. Utilisez leurs techniques les plus emblématiques dans un jeu de combat de cartes. Permettez à la Grande Alliance Shinobi de sauver le monde des ninjas ou bien aider l'Akatsuki à réussir leur objectif. Gagnez vos combats et cartes missions pour remporter la partie en ayant accumulé le plus de points d'expérience. Pour pimenter le jeu, des ordres secrets sont donnés tout au long de la partie, faisant gagner des points d'expérience bonus, pouvant renverser la résolution de la partie. One Piece Adventure Island. De Shale Town au pays de Wano Kuni en passant par Skypiea, par Alabasta, Enies Lobby, Thriller Bark, Impel Down, Marineford, revivez tous les meilleurs moments de One Piece dans des combats légendaires avec tous les meilleurs personnages de l'œuvre. Sur chacun des 220 personnages jouables, vous trouverez le nom du personnage avec son niveau de volonté, d'attaque, de défense et d'énergie, ainsi que ses 2 capacités à utiliser lors de chaque combat, que ce soit au niveau des rapports de force, des attaques ou encore des facultés de personnage. Tout a parfaitement été pensé pour rendre le jeu accessible. Le jeu présente 2 modes de jeu, un mode histoire et un mode aventure bataille entre équipages. Jouez ensemble l'équipage des chapeaux de paille contre un maître du jeu, partez à la découverte des principales îles de Grand Line et du nouveau monde et vous revivrez les moments les plus épiques de l'œuvre. A savoir que le jeu peut s'auto-gérer, ce qui permet de jouer sans maître de jeu. Le système de combat est simple et les règles sont intuitives pour un fan de One Piece. Bref, 3 jeux fun et accessibles pour des parties endiablées entre amis et en famille, entre fans d'anime et de manga. Le lien est dans la description, que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais.
Résumé. Juste après l'élection du nouveau président de l'association des Hunters suite au décès de Netero lors de l'arc des Chimera Ants, le fils de Netero, Beyond Netero, fait une apparition publique durant laquelle il lève le tabou du continent caché. Le monde des humains est en effet au milieu d'un gigantesque lac bordé par un immense continent caché qui est resté caché aux yeux du public par un accord secret entre les 5 plus puissantes nations du monde. Ce continent est tellement hostile pour l'homme que seule une poignée d'expéditions y ont été autorisées, et qu'elles se sont quasiment toutes soldées par une catastrophe, mais aussi par la découverte de plusieurs ressources aux capacités extraordinaires, genre une plante qui guérit tout ou une pierre qui génère de l'électricité à l'infini. Pour faire court. Le problème, c'est que sur ce fameux continent caché vivent des calamités, des entités surpuissantes et mortelles qui à elles seules peuvent éradiquer la race humaine. D'ailleurs, les fourmis chimères seraient originaires de ce continent. Bref, Beyond annonce qu'il organise une expédition de grande ampleur financée par l'Empire de Kakin, et qu'elle est a priori ouverte à tous ceux qui veulent tenter leur chance. Donc beaucoup de hunters se joignent à l'expédition, des équipes gouvernementales, des riches, des randoms, la mafia, etc. etc. Tous embarquent dans un gigantesque navire de croisière censé les conduire sur le continent caché. Le roi de Kakin, Nasubi, décide de profiter de la traversée pour organiser une guerre de succession entre ses 14 descendants, pour déterminer lequel d'entre eux lui succédera sur le trône. Pour ce faire, il déclenche le rite ancestral de la jarre, qui confère à chacun de ses héritiers une bête de naine qui veillera sur lui et mettra ses capacités à son service. C'est là que l'on retrouve Kurapika, qui a été engagé pour veiller à la sécurité du 14e prince, encore bébé, et de sa mère. Il va donc devoir les protéger des 13 autres princes et de leurs sbires tout en tentant de mener à bien son véritable objectif. Récupérer les dernières pupilles écarlates de son clan détenu par l'un des princes de Kakin, Sirnish, qui est un giga psychopathe. Mais il y a aussi la brigade fantôme qui débarque sur le bateau à la recherche d'Hisoka, qui a buté plusieurs membres juste pour faire chier Chrollo Lucifer. Ces derniers étant des clandestins, ils doivent s'allier avec la mafia présente sur le bateau pour obtenir des passe-droits qui leur permettraient de choper Hisoka. Donc il y a une guerre de gang liée à une guerre de succession liée à plusieurs vendettas personnelles, et tu rajoutes à ça les histoires de chaque prince et la recherche des spécificités de leur bête de naine, plus leur initiation aux naines et tout un tas d'autres sous-intrigues. Tout ça sur la route d'une expédition sur un continent caché qui abrite des entités qui feraient passer Meruem pour un vulgaire Pokémon un peu chafouin. Et là encore, je t'ai fait un giga résumé avec plein de raccourcis, hein. Je t'ai pas parlé de Ginfrix, des Zodiacs et de tout le bordel qu'il y a autour de ça aussi, hein. J'ai été à l'essentiel. Bon, et même résumé comme ça, c'est un bourbier le truc. Bref, cet arc, comment il est raconté et les conditions dans lesquelles il est produit, met selon moi en avant, en évidence, un des gros points noirs du taf de Togashi. Oui, j'ai dit ça, oui. La densité. Et attention, je suis pas en train de te dire que cet arc n'est pas bien, on est sur de la masterclass, c'est pas la question. Oui, mais il y a une nuance à apporter quand même. C'est beaucoup trop dense. Et attention, hein, jusqu'ici, la densité de l'univers d'Hunter x Hunter a toujours été une des forces du manga. Mais là, ce coup-ci, je trouve que c'est un peu trop. Surtout quand on prend en compte le fait qu'on a eu que de très courts chapitres séparés dans le temps pendant une certaine période quand même. Togashi, à chaque arc d'Hunter x Hunter, a ajouté de la densité à son univers, en créant à chaque fois un univers dans l'univers. Des microcosmes avec leurs propres règles, leur propre fonctionnement, très détaillés. C'est le cas dans la Tour Céleste, dans Grid Island, Yorkshire City, les Chimera Ants, l'élection et bien sûr dans cet arc. Nous sommes sur le navire géant Black Whales, à bord duquel s'est rapidement formée une véritable petite société avec ses règles, sa hiérarchie, ses classes sociales et tout le tout-team. Au sein de cette petite société, nous devons aussi comprendre la hiérarchie et les mécanismes de la guerre de succession de l'Empire Kakin. Et pour comprendre ça, Togashi nous introduit la culture, les rites, les coutumes et l'histoire de Kakin, mais aussi l'histoire et les motivations personnelles des différents belligérants. Et il y en a 14, plus le roi, plus ses épouses. Il faut aussi nous expliquer les capacités de toutes les bêtes de naine associées à chaque prince. Chaque prince possède sa propre garde rapprochée avec sa propre organisation interne, dont certains membres ont des capacités de naine qu'il nous faut aussi nous expliquer. On doit aussi nous présenter les nouveaux alliés de Kurapika et leurs capacités, ainsi que les capacités de tous les personnages qui gravitent autour de ces différents conflits en électrons libres. Et il y en a plein. Et tu rajoutes à ça que Togashi étant Togashi, les capacités de naine sont de plus en plus complexes. Je veux dire, il y a des capacités de naine qui sont tellement complexes que même Hirohiko Araki, dans Jojo Bizarre Aventure, qui a écrit des stands de malade mental, il doit lire ça en disant
Quoi? Et franchement, ça commence à faire une quantité colossale d'informations à assimiler pour ne serait-ce que piger les enjeux de l'histoire. C'est assez oppressant comme délire. Et il y a tellement de nouvelles capacités, de nouveaux personnages, de nouveaux éléments de l'univers, de nouvelles hiérarchies, de nouveaux éléments de mythologie, que ça devient un bordel pas possible. Et encore, là je vais te balancer un chiffre au hasard, mais je dois pas être très loin, il doit y avoir au bas mot une bonne centaine de nouveaux personnages, et presque autant de nouvelles capacités de naines. Le bordel! Et tu rajoutes à ça le fait que l'histoire soit un huis clos, et ça devient complètement irrespirable, intéressant, palpitant, mais irrespirable. La narration. Cette densité de contenu a forcément un impact sur la narration, sur la manière que Togashi va utiliser pour raconter son histoire. Et c'est là, selon moi, le plus gros problème de cet arc, et c'est un truc qu'on traîne depuis au moins l'arc de l'élection. Bon, on va revenir vite fait aux fondamentaux. Le manga, à la base, c'est un dérivé de la bande dessinée. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'art séquentiel, qui est un art avant tout visuel. On raconte en montrant par le dessin les choses. Alors ça ne veut absolument pas dire que toutes les informations doivent passer par le dessin, mais que l'essentiel doit passer par le dessin. C'est ça la nuance. Et le souci du problème, c'est que selon moi, depuis la fin de l'arc Chimera Ants, Togashi semble vouloir s'appuyer beaucoup plus sur le texte que sur le dessin, pour raconter son histoire. Alors, certains étaient saoulés par l'utilisation quasi omniprésente d'un narrateur lors de la partie finale des Chimera Ants. Mais à cette époque, je pense que l'ambition de Togashi était de proposer un récit à mi-chemin entre la fable et le quasi-biblique. La narration sublimait le dessin et le dessin traduisait la narration. Il y avait un équilibre qui multipliait l'impact émotionnel des scènes. Dans l'arc de l'élection, et peut-être aussi à l'époque de Grid Island, il n'y a pas beaucoup de narrateurs, mais à la place, on suit énormément les monologues intérieurs des différents personnages. Et ces bâtards, ils en ont des choses à dire. Et bien dans cet arc de guerre de succession, c'est encore pire, parce qu'il s'agit là d'une guerre psychologique sous huis clos, d'une guerre d'information, d'un polar, tout ça sous couvert d'ésotérisme et comme je l'ai dit plus tôt, avec énormément de nouveaux personnages, et donc énormément d'informations et de notions à faire passer au lecteur. Et le nombre semble être exponentiel au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, et ça devient impossible de faire passer toutes ces informations par le dessin. Et on se retrouve avec un paquet de planches qui ressemble à ça. Je sais que c'est une vanne récurrente sur les réseaux sociaux vis-à-vis des planches d'Hunter x Hunter, mais c'est pas un cas isolé, c'est méga récurrent à chaque chapitre, c'est même trop récurrent. Et encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que c'est pas intéressant à lire, que l'histoire est mauvaise, non, c'est palpitant. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est difficile à lire et à comprendre cette histoire. Et je vais même te dire un truc peut-être encore plus choquant, probablement. Est-ce que c'est encore du manga? Est-ce que c'est encore du manga? Normalement, une très bonne BD, même si les dessins sont pas forcément exceptionnels, est une très bonne BD parce que tu peux enlever les textes des bulles et comprendre quand même ce qu'il s'y passe. C'est pour ça qu'il y a énormément de BD, souvent, qui sortent en mode « vas-y, je maîtrise l'art de la narration » avec aucun dialogue. Le vieux manga Gon avec le petit dinosaure, c'est ça. Tu prends n'importe quelle planche de Dragon Ball, t'enlèves les bulles, tu comprends quand même la scène dans les grandes lignes, les intentions passent. Tu peux aussi le faire avec certaines planches de l'arc Chimera Ants, notamment lorsque Gon pète un câble, ça marche, tu comprends. Tu peux même le faire avec certaines planches de Death Note, un manga où les personnages sont extrêmement bavards et analytiques. Ça parle beaucoup, et pourtant tu peux enlever le dialogue des bulles et comprendre quand même l'essentiel de ce qui s'y passe. En termes d'émotion, tu comprends l'intention de la mise en scène. Eh bien avec l'arc en cours d'Hunter x Hunter, tu peux pas vraiment faire ça. Alors il y a certains passages où tu peux le faire, mais le problème c'est que la plupart du temps, pour mieux comprendre ce qui s'y passe, limite faut faire l'inverse, faut enlever le dessin et ne laisser que le texte. C'est grave. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut reprocher aussi à certains chapitres de One Piece. Je le place comme ça en tsum tsum, mais oui. Et c'est pour moi un énorme problème, parce qu'on sort du cadre de la bande dessinée en fait. Je n'ai plus mes repères habituels pour comprendre un manga, et ça me pose un problème. Alors peut-être que c'est que personnel, je sais pas, mais moi ça me pose un problème, presque idéologique, de principe même. Mais est-ce que là, on a une tentative volontaire, une expérimentation volontaire de la part de Togashi qui essaye de questionner
les limites de ce qu'on peut appeler un manga, ou alors c'est juste la seule alternative que Togashi a trouvée pour continuer son histoire, sans devoir trop se reposer sur l'aspect graphique de celle-ci, sachant que c'est la partie qui lui pose problème, parce qu'à cause de ses problèmes de dos, il peut plus passer 14 heures par jour sur sa planche à dessin. En revanche, il peut tout à fait taper des dialogues sur un clavier. Peut-être que c'est ça, peut-être pas, on n'aura certainement jamais la réponse. Et encore une fois, je le dis, cet arc est scénaristiquement très abouti, l'histoire est vraiment palpitante et l'univers développé est passionnant. Le problème, c'est que c'est trop dense, beaucoup trop dense pour son propre bien. Ça fait du mal à l'histoire parce que ce n'est plus du tout ergonomique pour le lecteur à lire. C'est pas agréable à lire. En gros, on va parler français là. Que celui qui n'a jamais sauté des pages de cet arc parce qu'il avait la flemme de se taper la quantité de texte du volume 1 de Guerre et Paix, je sais même pas s'il y a plusieurs volumes dans ce bouquin, mais en termes tu te tapes Guerre et Paix en termes de dialogue sur une planche. T'en as forcément sauté. Or que celui qui n'a jamais sauté de planche que la flemme de se taper tout ce texte me jette la première pierre sur ce coup-là. À mon avis, on n'est pas prêt d'en trouver. T'es peut-être Togashi lui-même, à la limite. Le problème en gros, c'est que c'est putain de dur à lire, dans tous les sens du terme. C'est riche, trop riche, à tel point que le manga commence à devenir opaque et difficilement accessible, même pour un lecteur de longue date comme moi. Du coup, je conclurai cette vidéo par une question. Y a que à moi que ça fait ça ou ça vous le fait aussi? Est-ce qu'il y a réellement un problème ou pas? Est-ce que vous préférez une histoire un peu moins riche, un peu moins dense, mais beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable à lire? Ou alors vous considérez que le fait que ça soit opaque, pas franchement totalement intelligible et pas du tout ergonomique à la lecture, comme un plus? Parce qu'il ne faut pas confondre une histoire complexe et une histoire compliquée à lire. C'est même pas le fond que je critique, c'est réellement la forme. C'est compliqué. Et c'est relou. Oui, après dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'il n'y a que moi. Oui. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Que la passion vous guide. Dab, oui, je dab encore, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?